19h, merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'entité sioniste poursuit son génocide à Gaza et fait des dizaines de victimes dans de nouveaux bombardements. Riyad al-Maliki, chef de la diplomatie palestinienne, exhorte les États à respecter la décision des Nations Unies et à ne plus fournir d'aide ni d'argent à l'entité sioniste. L'aviation sioniste frappe des cibles militaires dans l'ouest du Yémen et fait plusieurs victimes. Les Houthis promettent une riposte sévère. Et puis réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à Accra. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf poursuit ses rencontres bilatérales et aborde le traitement des questions humanitaires africaines. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'armée d'occupation sioniste poursuit son génocide à Gaza et fait des dizaines de victimes. Ce samedi, 4 massacres ont été commis au cours des dernières 24 heures, faisant 37 martyrs et 54 blessés. L'artillerie sioniste a bombardé le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza, mais aussi le quartier de Sheikh Radwan, au nord de la ville. Mais l'armée sioniste a également bombardé les camps de Nusayrat et de Jabalia. Les ambulanciers ont transporté les corps de 6 autres martyrs et de 10 blessés après le bombardement sur le quartier de Sheikh Radwan au nord de Gaza. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des personnes portées disparues. Nous avons extrait 5 à 6 martyrs, des décombres et 2 blessés. Nos équipes sont maintenant à la recherche de personnes disparues, car les propriétaires de cette maison affirment que 2 personnes manquent encore à l'appel. Nous dormions en toute sécurité dans nos appartements. L'immeuble compte 6 ou 7 étages. Il n'y a rien ici. Soudain, nous avons entendu un boom dû à l'explosion. Nos appartements ont été touchés. Chacun d'entre nous cherchait ses enfants et inspectait les blessés et les martyrs. La maison de la famille Ayed a été visée par des roquettes d'avions de guerre. Il y a un grand nombre de victimes et 2 blessés. D'après les dernières mises à jour, il y a 5 martyrs et 7 blessés qui ont été transférés à l'hôpital de Sheikh Radwan. La situation ici est difficile. La plupart d'entre eux étaient sous les décombres. Nous avons retiré des enfants, des femmes et des personnes âgées. Je vous le disais, le camp de Nusayrat a lui aussi été pris pour cible. 6 Palestiniens sont tombés en martyrs vendredi soir lors d'une attaque aérienne sioniste contre 2 maisons. Ils ont tué des enfants et une femme enceinte. C'est un crime sans précédent. Ils détruisent tout, des pierres et des arbres, et ils ne se soucient de personne. Les Juifs se moquent de la communauté internationale et des droits de l'homme. Tout s'arrête lorsque les Juifs commettent leurs crimes odieux contre des civils, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Et avec ces nouveaux massacres, le nouveau bilan des victimes de ce génocide s'élève aujourd'hui à 38 919 martyrs et 89 622 blessés, en majorité des femmes et des enfants, des chiffres bien en deçà de la triste réalité en raison des nombreuses victimes toujours sous les décombres et des disparus. Alors
Alors que le génocide perpétré à Gaza depuis 10 mois ne cesse de faire de victimes parmi les civils palestiniens, des millions d'entre eux tentent de fuir les missiles sionistes, se déplaçant d'un point à un autre pour espérer trouver une zone sûre. Dans la journée de vendredi, nous le disions tout à l'heure, le camp de réfugiés de Nusayrat a donc subi une frappe tuant plusieurs Palestiniens, dont une femme enceinte. Ola El-Kordeta était arrivée à terme, mais la vie a voulu qu'elle rende l'âme. Son bébé, lui, a miraculeusement survécu. Récit de ce terrible drame avec Kamala Meziane-Zitoni. Enceinte de 9 mois, Ola El-Kurdi a été emmenée morte dans un hôpital de l'enclave palestinienne vendredi. Le personnel médical l'a conduit d'urgence dans la salle d'accouchement. Peu de temps après, un petit garçon est né. Il était en bonne santé, mais souffrait d'un manque d'oxygène. Le bébé a été placé dans une couveuse à l'hôpital. El-Kurdi avait seulement 25 ans. Son mari, Anas Yassine, lui, a été blessé dans la même frappe, soigné à l'hôpital où est né son premier fils. Aujourd'hui, elle a été prise pour cible, alors qu'elle était enceinte au 9e mois. Elle est devenue une martyre, après avoir été prise pour cible par l'armée d'occupation. Une opération immédiate a été effectuée à l'hôpital Al-Aouda, après que cette mère ait été tuée. Le bébé est maintenant dans le service de nurserie. Il a commencé sa vie d'orphelin. El-Kurdi faisait partie des 7 personnes tuées lors d'une attaque aérienne sioniste sur le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de Gaza. Elle avait survécu il y a 4 mois à une frappe aérienne qui a tué ses parents et certains de ses frères et sœurs. Cette fois-ci, elle n'y a pas échappé. Parmi les martyrs se trouvait une femme enceinte. Cette femme était la seule survivante il y a 4 mois, lorsque sa maison a été prise pour cible. Cette femme était la seule survivante de sa famille à l'époque. Le génocide sioniste perpétré à Gaza a fait des milliers de morts parmi les femmes. Qu'elles soient enceintes, malades, handicapées ou vieilles, la machine de guerre sioniste n'épargne personne. Tout ce qui est palestinien est ciblé. En Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien a été assassiné par les forces sionistes lors d'un raid de l'armée d'occupation. Il s'agit d'Ebrahim Zakek, âgé d'à peine 20 ans. Il avait été mortellement blessé par balle à la tête, un assassinat qui a ensuite entraîné d'importantes manifestations dans la région. Toujours à propos de ce génocide qui se déroule en Palestine, Riyad El-Maliki exhorte les États à respecter la décision des Nations Unies. Le chef de la diplomatie palestinienne appelle les États à ne plus fournir d'aide ni d'argent à l'entité sioniste. L'affaire fait suite à une demande d'avis juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies formulée en 2022, antérieure à la guerre à Gaza qui a débuté en octobre. L'occupation israélienne a été déclarée illégale par la Cour internationale de justice, qui a stipulé qu'elle devait cesser complètement et aussi rapidement que possible. Cela signifie qu'Israël a l'obligation de mettre fin à cette entreprise coloniale illégale sans condition. Et à notre avis, cela signifie immédiatement et totalement. Tous les États et l'ONU devraient immédiatement revoir leurs relations bilatérales avec l'entité sioniste pour ne pas être coupables directement ou indirectement de cette agression contre le peuple palestinien, a-t-il déclaré. Regardez. Tous les États et l'ONU ont désormais l'obligation de ne pas reconnaître la légalité de la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé et de ne rien faire pour aider Israël à maintenir cette situation illégale. La Cour leur ordonne de mettre un terme à l'occupation illégale d'Israël. Cela signifie que tous les États et l'ONU doivent immédiatement revoir leurs relations bilatérales avec Israël pour s'assurer que leur politique ne contribue pas directement ou indirectement à l'agression continue d'Israël contre le peuple palestinien.
Les rues marocaines ne désemplissent pas en soutien à la cause palestinienne. Ils étaient des milliers à manifester hier pour le 41e vendredi consécutif devant le siège du Parlement dans la capitale Rabat, ainsi que dans des dizaines d'autres grandes villes du royaume pour dénoncer la poursuite de la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. Les manifestants ont également condamné l'agression génocidaire sioniste à Gaza, exprimant leur solidarité avec le peuple et la résistance palestinienne. Les Jordaniens se sont eux aussi rassemblés dans les rues de la capitale Amman ce vendredi en soutien au peuple palestinien. Il faut savoir que la population jordanienne est composée de nombreux Palestiniens réfugiés en Jordanie. Ils appellent à la fin de l'occupation sioniste en Palestine et demandent à retourner sur leur terre. Depuis 9 mois, nous demandons la fin de l'agression contre le peuple palestinien à Gaza. Des destructions, meurtres d'enfants. Ce qui se passe à Gaza est incroyable. Le silence arabe est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Les Européens soutiennent les Palestiniens et les gouvernements arabes ne font rien. Les Palestiniens sont confrontés à un génocide. Nous demandons plus d'intervention du gouvernement jordanien, plus que le peuple. Les Jordaniens jouent leur rôle, mais le gouvernement jordanien devrait jouer un rôle plus important, en particulier l'ennemi sioniste, qui est également une menace pour la Jordanie. Car si Gaza prend fin, ils commenceront par la Cisjordanie, puis par la Jordanie. La rue libanaise s'est elle aussi soulevée en soutien au peuple palestinien dans le sud du Liban, région souvent prise pour cible par l'armée sioniste. Une importante manifestation s'est tenue appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est en solidarité avec notre peuple à Gaza et c'est la chose la plus simple que nous puissions leur offrir, car ce qui se passe est inimaginable pour quiconque. C'est le moins que nous puissions faire pour eux. Nous sommes ici pour témoigner notre solidarité avec notre peuple de Gaza, afin qu'il ne pense pas qu'il est seul. Notre cœur est avec tous les Palestiniens. Nous sommes à leur côté de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous prions pour eux jour et nuit. Nous ne pouvons ni manger ni boire. Nous ressentons beaucoup de compassion à l'égard des Gazaouis et nous sommes ici en solidarité avec eux. Voilà ce que l'on pouvait dire ce samedi à propos de la situation à Gaza. Les forces sionistes continuent d'alimenter les tensions dans la région. Après la Palestine et le Liban, ils viennent d'annoncer avoir frappé ce samedi des cibles militaires dans l'ouest du Yémen, dans la zone du port de Hodeïda. Un responsable Houthi a averti, je cite, qu'Israël paiera le prix de son agression. L'entité sioniste paiera donc le prix pour avoir pris pour cible des installations civiles. Et nous répondrons à l'escalade par l'escalade, a indiqué Mohamed El-Bouhaïti, un membre du bureau politique des Houthis sur son compte X. On rappelle que plusieurs victimes sont à déplorer. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf poursuit ses rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues à Accra, capitale du Ghana, en marge de sa participation aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ahmed Attaf a eu l'occasion de s'entretenir avec ses homologues sud-africains, nigérians, sierra-léonais, éthiopiens, congolais et zimbabwéens. Au menu des discussions, le renforcement des relations bilatérales avec ces pays membres de l'Union africaine, en plus de concertations approfondies sur les grandes questions régionales et internationales d'intérêt commun.
Et lors de cette 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, Ahmed Attaf a estimé que la valeur ajoutée recherchée par l'activation de l'Agence humanitaire africaine est d'établir une approche purement africaine dans le traitement des questions humanitaires. Regardez. Notre délégation voudrait souligner 3 faits principaux. Le premier est notre conviction que la valeur ajoutée souhaitée par l'activation de l'Agence humanitaire africaine est de consacrer une approche purement africaine au traitement des questions humanitaires, une approche qui découle de la réalité africaine et une approche qui est cohérente avec le rythme accéléré d'exacerbation des conflits sur notre continent. Le deuxième fait est l'accent mis sur la nécessité d'assurer une coordination étroite et une intégration efficace entre l'Agence humanitaire africaine et les différents mécanismes de l'Union africaine chargés de répondre aux crises humanitaires. Le troisième et dernier fait est de soutenir la proposition présentée par la Commission concernant la composition de la structure organisationnelle de cette agence humanitaire. De son côté, représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée nationale populaire Brahim Bourali a assisté à la tête d'une délégation parlementaire à la célébration du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste de la République du Nicaragua. À cette occasion, Brahim Bourali a réaffirmé la profondeur des relations amicales et politiques entre les deux pays qui aspirent à les promouvoir dans les domaines économiques et culturels. Il a par ailleurs salué les positions communes, notamment à l'égard des questions de libération et de décolonisation. Monsieur Daniel Ortega, président de la République du Nicaragua, Madame Rosario Mauricio, vice-présidente de la République du Nicaragua, honorable assistance, cher peuple du Nicaragua, nous sommes venus d'Algérie, la patrie des révolutionnaires et la citadelle des esprits libres. Le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune, m'a chargé de partager avec vous la joie et le bonheur de la commémoration du 45e anniversaire de la victoire du Front de libération nationale sandiniste. La Providence a voulu que nous fêtions en ce même mois de juillet le recouvrement de l'indépendance nationale de l'Algérie, le 5 juillet, ainsi que la victoire de la révolution du peuple du Nicaragua aujourd'hui. 2024, année électorale à travers le monde et en particulier sur le continent africain. À ce sujet, le président tunisien Kais Saïed a annoncé ce vendredi sa candidature pour un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue le 6 octobre prochain. Je vous propose de l'écouter. Si j'avais le choix, je n'aurais pas choisi. Mais lorsque le devoir national vous appelle, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Depuis Bodj al-Khadra, j'annonce officiellement ma candidature à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain pour poursuivre le combat dans la bataille de libération nationale. Le président tunisien a mis en garde contre les tentatives d'infiltration et de désinformation pendant la période électorale, invitant les citoyens à ne pas accepter d'argent en échange du parrainage d'un candidat. À cette occasion, j'appelle tous ceux qui donneront leur parrainage de faire preuve de vigilance contre toute forme d'infiltration et de désinformation. Certains ont laissé tomber les masques et d'autres les laisseront dans les prochains jours. J'appelle également ceux qui donneront leur parrainage de n'accepter aucun centime d'aucune partie et quiconque acceptera ne serait-ce qu'un seul centime. Je le renierai jusqu'au jour du jugement. Nous compterons uniquement sur nos propres capacités. Et on poursuit notre tournée ici de l'actualité africaine en passant par le Nigeria où le salaire minimum mensuel est passé de 30 000 à 70 000 naira. Cette décision jugée insuffisante intervient après des mois de pression de la part des syndicats et des travailleurs qui réclamaient une révision des salaires en raison de l'inflation galopante et de l'augmentation des prix des biens de première nécessité. Mohamed Ali Ben Chaban pour les détails. Après des mois de négociations, les syndicats et le président Bola Tinubu ont finalement trouvé un terrain d'entente pour augmenter le salaire minimum de la fonction publique face à l'inflation. Bien que cette décision marque une avancée, elle reste insuffisante pour de nombreux Nigérians.
Je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, non seulement pour les fonctionnaires, mais aussi pour la population nigériane dans son ensemble. Et je veux dire que le salaire minimum de 70 000 naira n'est rien comparé à ce qu'ils perçoivent. L'augmentation du salaire minimum, compte tenu des réalités du terrain, n'est pas ce qui devrait permettre à un fonctionnaire ou à un agent public, selon le cas, de s'épanouir. Cette décision a été accueillie avec une satisfaction mitigée. Le nouveau salaire de 70 000 naira est une réponse directe aux pressions exercées par les syndicats qui réclament des augmentations significatives pour compenser les effets de l'inflation. Ce montant a été fixé après notre réunion avec le président. Nous avons donc décidé de renvoyer la question à notre organe et d'examiner les possibilités et les modalités de mise en œuvre. Mais ce que nous envisageons, c'est un salaire minimum. Aux yeux des Nigérians, cette mesure est considérée comme inadéquate. L'inflation a atteint des niveaux records, rendant cette augmentation insuffisante pour améliorer la qualité de vie de plus de 223 millions d'habitants. Tout autre chose à présent à retenir ce samedi également, cette déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan qui rejette la perspective de nouvelles négociations internationales sous l'égide des Nations Unies pour la réunification de l'île de Chypre, divisée depuis 50 ans. Ignorer les réalités de l'île ne mènera nulle part. Nous pensons qu'une solution fédérale n'est pas possible à Chypre. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les Chypriotes turcs et la Turquie qui ont sincèrement voulu une solution, qui ont fait des sacrifices et pris des risques à cette fin. Nous poursuivons résolument nos efforts pour la reconnaissance de la République turque de Chypre du Nord et la réalisation d'une solution à deux États. De son côté, le président vénézuélien Nicolás Maduro se dit en tête à 10 jours de l'élection présidentielle prévue donc le 28 juillet. Lors d'un meeting de campagne, le président serein a dansé et chanté avec ses partisans, leur assurant que personne ne sabotera l'élection. Nous sommes en train de gagner, nous sommes en tête, mais il faut rester vigilant. Allons à la conquête. L'opposition espère qu'il y aura une hécatombe, une tragédie, pour pouvoir crier « on suspend les élections ». Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il y ait des éclairs, le 28 juillet, il y aura des élections présidentielles au Venezuela. Personne ne les sabotera. Au Bangladesh, plusieurs manifestations se tiennent dans la capitale Dhaka alors que l'armée est largement déployée dans les villes du pays impose un couvre-feu. Ce samedi marque une nouvelle journée d'affrontements meurtriers entre les étudiants protestataires et la police. Le dernier bilan fait état de plus de 100 morts. En Chine, l'effondrement d'un pont dans le nord du pays a fait 11 morts alors qu'une partie du pays est touchée par des pluies diluviennes. Les médias chinois rapportent que le pont autoroutier s'est effondré vendredi vers 20h40 heure locale en raison d'une averse brutale et de crues soudaines dans la province du Shaanxi. Les opérations de secours se poursuivent ce samedi et l'on sait pour l'heure que 5 véhicules tombés dans la rivière ont été repêchés. 有194名老人和60名护工需要转移，通往养老院的道路已经。
On termine cette édition avec un mot de sport. À moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, la capitale française renforce sa sécurité pour cet événement unique en son genre. L'armée française déploie des moyens exceptionnels pour sécuriser la zone d'embarquement des 10 000 athlètes qui participeront à la cérémonie d'ouverture. La barrière nautique anti-intrusion est fin prête sur la Seine dans l'Est parisien. Des sonars sont plongés au fond du fleuve, ont déclaré les autorités. Il y a 3 stades de masse. Ça c'est le pire des scénarios du président de la République. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.